Bonjour et bienvenue au podcast de la Chambre de commerce Brésil et Canada. Je m'appelle Philippe Jeffrey. Je suis avocat fiscaliste, originaire de la ville de Québec, mais habitant et travaillant ici au Brésil depuis maintenant 20 ans. Aujourd'hui, on va discuter d'un thème qui est comment investir au Brésil à travers de la création d'une société. Je suis ici avec Anne-Catherine et Arnaud qui vont se présenter. Anne-Catherine. Oui, bonjour, Anne-Catherine Brunschwig. Je suis avocate au barreau Brésil, inscription Rio de Janeiro et São Paulo. Également avocate au barreau du Québec, inscription à Montréal. Je suis associée du cabinet GT Lawyers qui est basé à Rio, São Paulo et Goiânia, et je suis l'associée principale de Rio de Janeiro. Bonjour, je m'appelle Arnaud Bleuet, je suis l'associé fondateur du cabinet BPC Partners, un cabinet d'expertise comptable. Nous sommes basés à São Paulo et à Rio, et nous sommes spécialisés sur les sociétés étrangères installées au Brésil. Je suis français, donc je n'ai pas l'accent québécois comme mon voisin, mais je suis installé au Brésil depuis plus de 9 ans, et je suis comptable en France, en Angleterre et au Brésil. Et de ma part, Philippe ici, comme je l'ai mentionné, je suis avocat fiscaliste, je travaille chez FCR Law, je suis associé, donc évidemment j'ai travaillé avec beaucoup de compagnies étrangères à venir s'installer ici au Brésil. Et puis aujourd'hui, je vais vous discuter un peu des points principaux du régime fiscal ici au Brésil. Mais maintenant, je passe la parole à Anne-Catherine qui va nous parler des aspects juridiques de la création d'une société ici au Brésil. Oui, alors la création d'une société au Québec est quelque chose de très simple, qui se fait en moins d'une journée. Et pour avoir accompagné énormément de sociétés canadiennes et françaises au Brésil, il est important de décrire un peu toutes les étapes pour éviter de perdre du temps et surtout des allers-retours sur les démarches qui doivent être faites, compte tenu qu'elles sont nombreuses et que tout doit être bien discuté et mis à plat dès le début. Donc la création d'une société au Brésil, c'est une procédure qui engage plusieurs organes de l'administration publique brésilienne. Si jamais il y a des associés étrangers, il va y avoir un certain nombre de démarches à faire en amont, donc au Canada en l'occurrence, au niveau des associés étrangers. Je pars du principe qu'on parle de la création d'une société au Brésil avec des associés étrangers. Donc, on va voir les démarches, on va voir aussi toute la réflexion initiale qui doit être faite au niveau de la société, le type sociétaire, les nécessités du client au Brésil. Alors, tout d'abord, je vais vous exposer très rapidement les 3 types sociétaires usuellement retenus pour les activités commerciales. Donc, vous avez la Limitada, la société Limitada, et vous avez son pendant aussi, lorsqu'il n'y a qu'un seul associé, qui s'appelle la RLI. Donc ça, c'est les 2 types de sociétés à responsabilité limitée qui sont le plus usuellement utilisés au Brésil. Vous avez ensuite la société anonyme, qui est une société qui est un petit peu plus structurée, qui protège un peu mieux les actionnaires et qui a un certain nombre de formalités plus, disons, à remplir. Ce type sociétaire, en général, est recherché quand on veut faire de l'appel public à l'épargne. Et vous avez un autre type de société qui est la société en compte de participation, qui est une société qui est caractérisée par l'absence de formalité totale auprès des registres du commerce, pouvant ou non avoir un contrat social, qui est utilisée pour des formes de gestion particulières. Je vais vous expliquer pourquoi sous peu. Donc, au niveau des associés, que ce soit la Limitada ou la SCA, vous devez avoir au moins 2 associés, personnes physiques ou morales,
résidents ou non résidents. Donc il n'y a aucune restriction au niveau des associés canadiens. Vous pouvez avoir une compagnie mère et son actionnaire principal, qui sont les deux associés de la future Limitad. Dans le cas d'une RELI, c'est le même principe que la Limitad, sauf que vous n'avez qu'un associé et vous n'avez le droit qu'à... Et il n'y aura qu'une RELI pour cet associé, c'est-à-dire que la RELI est constituée avec une personne physique ou morale et qu'il n'aura le droit de participer au Brésil qu'à une seule RELI. Et puis ensuite, vous avez la SCP, donc qui est la Société en compte de participation, dans laquelle vous avez deux types d'associés, l'associé qu'on appelle occulte et l'associé ostensible. Alors l'associé ostensible est celui qui apparaît, qui fait la gestion, et l'associé occulte est celui qui fait l'investissement et qui n'a aucune responsabilité ou rôle dans la gestion de la société. Alors concernant le capital social de la société, dans la Limitad, la SCP ou la SA, il n'y a aucune restriction, vous n'avez pas de capital social minimal. Par contre, vous pouvez vouloir avoir un capital social d'un certain montant pour d'autres motifs. Par exemple, si vous faites une demande de visa pour un administrateur, à ce moment-là, il devrait avoir un capital social de 600 000 reais, donc à peu près l'équivalent de 300 000 $ canadiens, qui devront être mis sur la table avant la demande du visa pour que l'administrateur puisse l'administrateur expatrié puisse effectivement immigrer au Brésil et s'occuper de la gestion de la Limitad. Vous pouvez avoir pour d'autres motifs aussi besoin d'un capital social minimum, comme par exemple si vous voulez faire de l'importation, vous avez besoin d'obtenir un enregistrement auprès du fisc qui s'appelle radar, et à ce moment-là vous allez avoir besoin d'un capital social minimal pour garantir le paiement des impôts au Brésil. Un autre motif pour lequel vous pourriez avoir besoin d'un capital social, c'est pour répondre à des appels d'offres. Donc, la loi n'oblige pas de capital social minimal dans ces trois formes de société, mais il peut y avoir d'autres motifs pour lesquels vous ayez besoin d'investir un certain montant. Donc, je disais pour la RELI, il y a une exigence de capital minimum qui est égale à 100 fois le salaire minimum en vigueur. En 2018, ce montant est donc égal à 95 400 reais. Maintenant, au niveau de la période de versement du capital social, il n'y a aucune obligation pour la Limitad, la SCP ou la RELI. Vous pouvez convenir dans le contrat qu'il sera payé en 24 mois ou en 12 mois. La seule exigence est au niveau de la société anonyme, où vous devez faire un dépôt de 10% du capital social auprès de la Banque du Brésil avant de déposer les statuts au registre. Pour l'administration de la Limitad, de la SCA ou de la SCP et de la RELI, ça c'est un point important auquel vous devez penser dès le début de votre projet. L'administrateur doit être une personne physique, obligatoirement résidente au Brésil. Ça peut être un Brésilien, ça peut être un expatrié qui a un visa permanent, mais il doit être résident au Brésil. Donc, il faut immédiatement faire une recherche des personnes qui pourraient éventuellement remplir ce rôle, sachant que c'est eux qui auront la signature sur le compte de banque et qui devront avoir toute votre confiance. Il y a un certain nombre d'autres clauses obligatoires qui devront être présentes dans le contrat social, comme évidemment la dénomination sociale de la société, son objet, la durée, le capital social, la division entre les associés et les représentants pour les associés étrangers. Alors, concernant les démarches maintenant, remontons à la base. Pendant que nous faisons cette réflexion sur les types sociétaires, je vous demanderai immédiatement d'entreprendre quelques démarches au niveau des documents dont on aura besoin. Et notamment, les personnes physiques devront s'enregistrer auprès du consulat du Brésil à Montréal ou ailleurs pour obtenir un CPF, qui est un numéro d'inscription fiscale.
Ensuite, les personnes morales qui seront les futurs associés n'ont pas besoin de faire ça parce que cette démarche est faite à travers l'enregistrement à la Banque centrale. Donc ça ne concerne que les personnes physiques qui deviendront associées. Ensuite, nous devrons réfléchir donc, à qui sont les associés pour préparer des procurations. Donc, une procuration pour chaque associé. Et les associés étrangers devront nommer une personne physique résidente au Brésil, brésilien ou non, encore là, mais résident. Pour la question de la personne morale, il y a une nouvelle exigence de l'administration fiscale. Elle doit démontrer aussi sa chaîne de participation sociétaire, question de remonter jusqu'à la personne physique qui détient les actions de l'investisseur personne morale. Donc il nous faudra toute la documentation pour remonter jusqu'à la personne physique. Cette documentation accompagne les procurations quand elles nous seront envoyées au Brésil. Donc les procurations sont signées devant notaire, ainsi que tous les documents, donc quand je parle des statuts de constitution, du registraire des entreprises au Québec, etc., copie du passeport. Ensuite, de quoi vous envoyez tout ça à la consularisation parce que le Canada n'est pas signataire de la Convention de l'apostille et donc il faut faire authentifier par une autorité consulaire les documents. Ensuite, de quoi vous nous envoyez les documents au Brésil et on les fait traduire. Tout ce qui n'est pas en portugais, on le fait traduire par un traducteur assermenté et ça ne peut être fait au Brésil. Ça ne peut être fait, excusez-moi, au Canada puisqu'il faut que ce soit un traducteur qui soit enregistré à la Chambre de commerce, au registre. Ensuite, de quoi nous enregistrerons les documents au registre des titres et documents. Sans cet enregistrement, les documents étrangers ne sont pas valables au Brésil et ne peuvent être utilisés. Donc là, vous avez la documentation de base pour pouvoir, à présent, entamer les démarches vis-à-vis la création de la société. Donc, on va devoir créer des enregistrements à la Banque centrale, c'est-à-dire que la Banque centrale contrôle tous les flux entre les investisseurs étrangers et la société au Brésil. Donc, chaque personne physique ou morale non résidente va créer ce qu'on appelle un CADEMP, c'est un numéro d'enregistrement de la personne à la Banque centrale. Ensuite de quoi, nous ferons une recherche sur le nom de la société que vous souhaitez avoir au Brésil, pour le faire une réservation, comme on fait au Québec aussi. Ensuite de quoi, vous devez, dans le contrat social ou le document de création de la société, faire indiquer l'adresse. L'adresse a une importance particulière au Brésil parce qu'elle est reliée directement aux objets et à ce que vous avez le droit de faire. Donc, il faut commencer par faire une requête en viabilité pour vérifier si l'adresse correspond avec vos objets sociaux. Si vous avez une société de service, c'est plus facile. Si vous avez une société commerciale, il n'est pas évident que l'adresse où vous souhaitiez mettre le siège social soit compatible avec les activités que vous souhaitez avoir. Ensuite, nous préparons en tant que tel le contrat social. En général, on suggère de le faire en format bicolonné, question que vous soyez en mesure de suivre complètement les clauses et leur contenu, donc en portugais français ou portugais anglais. Et même si la version finale sera produite uniquement en portugais au registre du commerce. Notez qu'il y a certaines activités qui comportent des restrictions pour la participation d'associés étrangers. Donc je passerai très vite là-dessus, mais je suis disponible pour en discuter ultérieurement par email ou autrement. Vous avez des limitations, par exemple, dans l'assistance à la santé. Une société, des associés étrangers peuvent participer lorsqu'il s'agit, par exemple, de personnes morales destinées à installer ou opérationnaliser ou explorer des hôpitaux ou des actions et programmes de plans familiaux au Brésil. Mais sachez qu'il y a des limites pour les autres secteurs.
Dans le journalisme et la radiodiffusion, sonore, son et images, le capital social détenu par un associé est limité à 30%. L'investissement devra être indirect, c'est-à-dire à travers une société constituée selon les lois brésiliennes. Dans le secteur de la navigation et du cabotage également, plus de 50% du capital doit appartenir à un Brésilien. Et l'administration de cette société doit être faite par un Brésilien. Ici, on parle de nationalité brésilienne. Pour les compagnies minières et systèmes d'énergie hydroélectrique, pour obtenir une concession ou une autorisation d'exploration, la société devra être constituée au Brésil et avoir son administration au Brésil, bien évidemment. Dans le système financier national, les associés devront faire une requête à la Banque centrale pour avoir le droit d'opérer. Dans le transport routier de charge, la société devra avoir son siège social au Brésil. Pour le domaine de la compagnie aérienne nationale, la société devra avoir un siège social au Brésil et 80% du capital devra appartenir à des Brésiliens et la direction devra être confiée uniquement à des Brésiliens. Enfin, il existe 4 domaines d'activité où, avant le dépôt du contrat social, il y aura des démarches et un contrôle préalable à effectuer. C'est si vous souhaitez ouvrir une institution financière, vous devrez obtenir l'autorisation de la Banque centrale. Une société d'assurance, vous devrez obtenir l'autorisation de la SUSEP. Une société d'exploitation minière ou de radiodiffusion qui sont installées aux frontières du pays, vous devez obtenir une autorisation du Conseil national de défense nationale. Et finalement, pour avoir exploité des services aériens publics, vous devez avoir une autorisation de l'ANAC. Donc, ceci étant dit, on fait maintenant la démarche suivante pour déposer le contrat social, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres documents qui devront être déposés avec le contrat social, dont notamment la demande d'inscription fiscale, qui se fait à travers d'un document d'entrée de base qu'on appelle le DBE. Donc, la nouvelle société devra obtenir son inscription au fisc, et c'est à travers de cette demande qui est synchronisée en même temps que le dépôt du contrat social qu'elle le fera. Bon, après, chaque registre de commerce, a ses démarches propres et particulières, et vous pouvez avoir un certain nombre de documents, soit physiques, soit électroniques à remplir, comme par exemple à Rio, on doit en plus remplir le REGIN, à São Paulo, le Via Rápida Empresa, on doit joindre les procurations, le contrat social, le DBE, et tous les autres documents d'identité administrateur. Et finalement, on peut déposer la demande au registre du commerce. Une fois que la nouvelle société a été enregistrée au registre du commerce, elle obtiendra ce qu'on appelle un NIR, qui est le numéro d'enregistrement de la société. Et à ce moment-là, la démarche importante à ne pas négliger, c'est créer la paire investisseur-récepteur à la Banque centrale. Vous devez donc vous assurer, puisque c'est la Banque centrale qui contrôle tous les flux entrants et sortants étrangers, vous devez vous assurer que chacun a donc son CADEMP, donc la société qui va investir et la société réceptrice, et ensuite vous créez la paire entre l'investisseur et le récepteur pour pouvoir faire le paiement du capital social, les augmentations et les versements de dividendes ensuite. S'il s'agit d'une société de service, il devra après ça être faite une inscription auprès du fisc, une inscription municipale et une inscription comme contribuable de l'impôt de service. Et finalement, s'il s'agit d'une société qui vend des marchandises, elle devra aussi avoir son inscription auprès de l'État où elle aura son siège. Lorsque vous serez prêt à investir le capital social, on enregistrera à ce moment-là à travers le module
RDE-IED de la Banque centrale, le capital qui est investi et qui permettra de permettre à la société de faire ses premières dépenses et d'opérer. Finalement, s'il s'agit d'une société qui a des activités techniques, il faudra que vous obteniez les enregistrements auprès des organes professionnels qui peuvent être l'architecture pour le conseil d'architecture ou le CREA pour des services d'ingénierie. Vous devriez éventuellement vérifier avant la constitution de la société s'il y a des exigences particulières pour être certain de pouvoir immédiatement les rencontrer. Donc vous voyez que c'est quand même un périple en 10-12 étapes en fonction du type de société que vous voulez, qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout inaccessible, simplement qui demande un certain nombre de préparations et un peu d'application pour éviter d'avoir à répéter ou à revenir sur d'autres démarches par la suite. Je vais maintenant passer la parole à Jeffrey. Philippe. Ah, pardon. Philippe, peut-être Anne-Catherine, pour résumer un peu tes commentaires, et tu me corriges évidemment si je fais un commentaire qui n'est pas approprié, mais je pense que, basé sur notre expérience ici, souvent les investisseurs étrangers, canadiens dans ce cas-là, vont normalement investir ici au Brésil en utilisant la Limitada, qui est la société à responsabilité limitée, qui est beaucoup plus facile à administrer initialement qu'une SIA, qui est une corporation. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Effectivement, la Limitada n'impose pas la production d'un certain nombre de documents au registre du commerce. Il n'y a pas besoin de prévoir un certain nombre d'assemblées et elle est beaucoup plus flexible que l'autre. Et une question que souvent les gens me posent ici, c'est une certaine peur que notre capital qui a été investi ici au Brésil, qu'on va avoir une certaine difficulté à répatrier le capital qui a été investi. Mais dans les faits, comme tu nous as bien expliqué, une fois que les montants investis sont enregistrés à la Banque centrale, premièrement, il n'y a aucun problème pour répatrier le montant qui a été investi et proprement enregistré à la Banque centrale, et également aucun problème à payer les dividendes aux actionnaires à l'étranger. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Dans le cas en fait, ce qui est important, c'est que nous, on a déjà eu des situations où on a été obligé d'annuler les registres et de les refaire correctement. D'où l'importance de bien, dès le début, établir la paire, de bien mettre les montants qui sont investis pour ne pas avoir de problème au niveau de la remontée des dividendes ou du paiement du capital. Peut-être juste une petite note, j'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais si la société en participation était un outil utilisé effectivement pour des raisons précises sur un projet d'investissement où un investisseur veut rester vraiment sur le banc des investisseurs, ne veut pas être impliqué, il faut savoir que la Banque centrale ne reconnaît pas la SCP comme une société, puisque en fait elle a une personnalité juridique passive fiscale, mais ce n'est pas une société ayant une personnalité juridique, et donc cela signifie que la Banque centrale ne permet pas de remonter des dividendes de la SCP, et donc il faut créer une holding au Brésil qui détiendra les intérêts de la SCP pour être capable de faire remonter les dividendes. Ouais. C'est ça, je pense que la peur un peu d'avoir de l'argent ici au Brésil sans la possibilité, c'est quelque chose qu'une fois que les choses sont bien organisées, bien enregistrées, évidemment avec l'aide d'un avocat ici sur place, il n'y a aucun problème, encore une fois, à répatrier les montants. Anne-Catherine, peut-être juste basé un peu sur ton expérience, évidemment, je pense que vous avez compris que ouvrir ou créer une société ici au Brésil, il y a plusieurs actes, plusieurs étapes
C'est un peu plus bureaucratique probablement que dans d'autres régions, dans d'autres pays. Mais un peu basé sur ton expérience, ce serait quoi le délai normal en commençant les procédures pour créer la société et puis, disons, pour être capable de commencer à opérer normalement? Est-ce que tu es capable de nous donner une idée un peu de ce délai-là, si toutes les choses vont normalement, évidemment? Oui, si toutes les choses vont normalement, c'est peut-être le point principal. Et est-ce que je peux compléter la question? Parce que j'avais posé la question, j'ai entendu dire, et je voulais avoir ta confirmation, que comme justement les délais sont différents selon que l'objet social de la société est service ou industrie ou commerce, des avocats, je ne sais pas si ce sont quelques avocats, la plupart des avocats, quand ils ont à créer une société commerciale ou industrielle, vont d'abord créer une société de service et ensuite la transformer justement pour gagner du temps. Est-ce que tu peux confirmer ça ou pas? Nous, c'est ce qu'on a fait avec certains clients, mais après, je ne sais pas au bout de ligne si ça a vraiment permis de gagner du temps. C'était peut-être parce qu'on n'avait peut-être pas une définition entière du projet. Donc, il y a la première phase qui est un peu un cafouillage initial pour les procurations. Ça, c'est une phase où le client se doit d'être réactif, puisqu'on dépend de lui complètement pour savoir qui vont être les associés, qui vont être les représentants. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait des représentants. Donc souvent, l'investisseur n'est pas prêt et ne se rend pas compte de l'importance des gens dont il a besoin pour pouvoir opérer. Il faut qu'il ait des représentants et il faut qu'il ait un administrateur. Donc déjà, ça prend au moins une personne, voire deux, s'il ne veut pas mettre tout ça dans les mains de la même personne. Nous, évidemment, on conseille fortement que ce rôle de représentant des associés étrangers soit rempli par des comptables, voire des avocats, mais enfin moi j'évite particulièrement parce que pour ne pas avoir à regrouper trop de rôles et pour limiter la responsabilité qui peut s'en suivre, parce que le représentant, tout comme l'administrateur, c'est un autre sujet, mais peut avoir des responsabilités en cas de dette en matière sociale et fiscale. Donc, pour revenir au sujet, c'est vrai qu'il faut aussi qu'il y ait toute une réflexion, et souvent il y a une période de mou entre le moment où on dit on va créer la société, puis là on dit oui d'accord, mais alors qui est-ce qui représente? Qui est-ce qui va être l'administrateur? Quel est le siège? Et là on n'a pas toutes ces réponses. Donc voilà, donc il y a toute cette réflexion, et quand les gens viennent faire des démarches commerciales au Brésil, il faudrait garder en tête toutes ces questions-là pour le jour où on veut vraiment s'implanter, parce que il va avoir besoin de personnes opérationnelles. Si on n'a pas ces personnes opérationnelles, effectivement, le plus simple, c'est de choisir des professionnels initialement qui vont pouvoir accompagner. Donc, je parle de comptable, ça peut être un comptable, ça pourrait être un administrateur professionnel, ça peut être éventuellement un avocat, sauf qu'en général, le comptable n'acceptera pas l'administration s'il n'a pas la comptabilité, pour justement éviter sa responsabilité. Comme l'avocat ne fera pas la comptabilité, c'est très rare, il peut faire la création et tout de suite il repassera la balle à quelqu'un. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments, je dirais qu'ils peuvent prendre entre 30 et 45 jours normalement pour la première étape. Une fois qu'on a les documents au Brésil, je dirais à peu près 80-90 jours, dépendamment d'où on se trouve. Sachant que je ne compte pas l'ouverture du compte de banque là-dedans. Et ni les demandes particulières auprès des inscriptions professionnelles qui sortent des sentiers battus. Parce que j'ai déjà eu à me battre pour ouvrir un compte de banque et ça m'a pris 6 mois. Donc, Ok, non mais effectivement, en général, on vise 3 mois, mais on a déjà connu 6 mois pour... quand on n'a pas de chance, ça prend 6 mois. Et évidemment, on doit tenir en compte que ça dépend également des opérations de la compagnie ici au Brésil, parce qu'évidemment, un investisseur qui veut rendre des services ici au Brésil, c'est déjà des procédures beaucoup plus simples qu'une compagnie qui veut venir ici, ouvrir une industrie, faire de l'import, faire de l'export. Donc évidemment, les taux le temps normal de création d'une compagnie va aussi être basé sur ça, mais je pense qu'on est d'accord pour entre 2 et 3 mois normalement. Ouais. Évidemment, je suis d'accord avec toi, Anne-Catherine, qu'il y a certaines décisions qui doivent être prises initialement.
la localité de la compagnie, qui va être administrateur local, mais une fois que ces démarches ou ces questions-là ont été répondues, souvent, j'imagine, en 2 et 3 mois, ce serait le temps nécessaire pour... Oui, là on parle vraiment pour avoir la coquille en opération. Après, si effectivement il y a des permis à obtenir c'est clair. spécifiques, ça c'est d'autres délais. OK. Merci. Donc je passe la parole à M. Arnaud, qui va discuter des aspects comptables ici au Brésil. Arnaud? Merci. Merci Philippe. Je vais parler de comptabilité, puis je vais également placer quelques mots à la fin sur la partie sociale, la partie le coût des charges sociales essentiellement. Bon, sur la partie comptable, je voudrais d'abord dire que le Brésil, c'est un autre continent et c'est également un autre monde. Donc, on a ici des pratiques qui sont très exotiques. Alors, fort heureusement, ça continue, c'est le débit et le crédit qui fonctionnent ici. Je pense que ce sont les Italiens qui ont inventé ça au 5e siècle. Donc au Brésil, on est très créatif, mais on adopte encore, fort heureusement, le débit et le crédit ici. On a un actif, on a un passif, et le bilan est équilibré à la fin de l'année, avec bien évidemment également un compte de résultat. Les normes comptables ici, il y a des normes brésiliennes, les normes internationales sont apparues au Brésil. Il y a eu d'abord les premières discussions en 2005, et ensuite les normes ont été mises en place, les normes internationales ont été imposées aux grandes sociétés, d'abord celles qui étaient cotées en bourse, et ensuite celles qui avaient des seuils, je vais vous les communiquer, assez importants en termes de taille de bilan et de chiffre d'affaires. Donc ces grandes sociétés ont appliqué les normes internationales à partir du 1er janvier 2010. Et ensuite, ça s'est appliqué aux PME à partir du 1er janvier 2012. Bon, les seuils dont j'ai parlé, ce sont également les seuils utilisés pour l'audit réglementaire. Je ne connais pas les seuils au Canada, mais les seuils en France sont bien inférieur au seuil brésilien. Ça veut dire qu'en France, si c'est une PME qui fait 1 million ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça y est, on doit déjà auditer les comptes. Ici au Brésil, il faut faire plus de 300 millions de reais de chiffre d'affaires annuel ou avoir plus de 240 millions de reais de total de bilan pour devoir auditer ses comptes. Donc ce sont des seuils bien supérieurs à ce qu'on trouve en Europe, et je suppose qu'ils sont également bien supérieurs à ce qu'on trouve au Canada ou aux États-Unis. Donc ça veut dire que 95 ou 97 ou 99% des sociétés brésiliennes ne sont pas auditées. Dans la pratique, quand vous rencontrez un comptable ici au Brésil, il ne va pas vous demander si vous souhaitez appliquer les normes internationales ou pas. Il va vous dire, est-ce que vous voulez faire une comptabilité de caisse ou une comptabilité dite de compétences, où on va faire un cut-off en prenant en compte les engagements à la fois en termes de produits et en termes de charges. Donc il y a une culture encore forte de la comptabilité de caisse, et on la retrouve chez les comptables. Également les provisions. La provision, c'est quelque chose de peu répandu chez le comptable brésilien, et beaucoup de comptables brésiliens ne vont pas comprendre, ne vont pas voir l'intérêt de mettre des provisions dans les comptes. Il y a beaucoup de PME ici qui gèrent leur société sans donner au compte de résultat son importance. Je vais parler d'un cas pratique. C'est Philippe va vous parler d'un régime fiscal qui s'appelle le présumido. Je vais vous parler de l'impact sur les comptes du choix du régime fiscal présumido. Quand une société choisit le régime présumido, ça veut dire que tous ses impôts seront calculés sur son chiffre d'affaires. Également l'impôt sur les bénéfices. Donc un comptable brésilien au Brésil qui fait les comptes d'une société qui a choisi le présumido va faire très attention à bien calculer le chiffre d'affaires,
puisque c'est le chiffre d'affaires qui est la base de calcul de tous les impôts. Et après, il va le plus souvent négliger l'enregistrement des charges, des coûts, des dépenses. À moins que vous soyez sur son dos et que vous disiez au comptable, vérifie bien que tout ce qui sort du compte bancaire est justifié par un document comptable, demande-moi ce document comptable, fais en sorte que les comptes soient complets, à moins d'obliger le comptable d'abord de tout lui fournir et ensuite de lui demander de vérifier tous les mois qu'il a bien reçu tous les éléments comptables. Le comptable peut très facilement, et c'est vraiment le cas très très souvent, je l'ai constaté, je le constate encore, négliger la partie dépenses et la partie charge. Et donc ce qu'on aura à la fin de l'année, imagine un compte de résultat où le comptable a donné toute son attention au chiffre d'affaires, mais a négligé la partie dépenses, charges et coûts. Ça veut dire qu'on aura un chiffre d'affaires normal et on aura des charges qui seront nettement sous-évaluées. Et donc vous pouvez avoir des comptes de résultats qui sont du coup illisibles pour nous qui sommes habitués à avoir des comptes de résultats complets. Il y a une différence, je crois, très importante de ce point de vue-là. Beaucoup de patrons de PME regardent plus souvent l'extrait bancaire que le compte de résultat pour savoir comment fonctionne leur société. Donc il y a également le fait que des charges et des dépenses ne soient pas enregistrées au compte de résultat, c'est aussi parce qu'il y a pas mal d'économies, on va dire, souterraines. On peut faire des opérations sans documents comptables, sans documents fiscaux, pour éviter justement de payer les impôts. Et en l'absence de documents, le comptable ne va pas enregistrer la dépense. Donc ça, c'est l'impact du choix du régime présumido sur la lisibilité des comptes. Je parlais tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière, des différences par rapport des normes, et je disais que c'était ici un autre monde. Il y a des études internationales, notamment une étude là, qui s'appelle Doing Business in Brazil, qui fait des comparaisons entre les pays sur la facilité d'y faire des affaires. Donc le Brésil, de mémoire, se classe en 130e position, et cette 130e position, c'est la moyenne d'une dizaine de critères. Un des 10 critères, c'est d'ailleurs la fiscalité. Donc dans la fiscalité, il y a également comptabilité, il y a également les déclarations réglementaires annexes. Il y a également des études comptables, des études qui ont été réalisées pour comparer la charge de travail pour un département comptable et fiscal d'une société brésilienne par rapport à un équivalent américain des États-Unis. Et ici, la charge a été estimée à 20 fois plus importante en termes d'heures de travail pour une société identique. Il y a des déclarations, j'ai quelques acronymes qui s'appellent DCTF, par exemple, DACON, DIPJ, SPED, EFD, ECB, et ça, c'est qu'une petite partie des déclarations réglementaires qui, pour la plupart, sont des déclarations mensuelles, qui doivent être faites selon la forme de la société, la forme juridique de la société, selon le régime fiscal choisi par la société, ou selon également l'objet social de la société, selon qu'on fait du service, selon qu'on est dans l'industrie ou dans le commerce. Donc beaucoup de déclarations qui sont faites par les départements comptables tous les mois auprès des administrations fiscales. Ces déclarations portent souvent sur les impôts. On va informer l'administration fiscale des montants d'impôts qu'on va devoir payer. Alors si après on ne les paye pas, bien évidemment, ça veut dire qu'on a donné un bâton à l'administration fiscale et elle pourra facilement identifier qu'on n'a pas payé le montant d'impôt qu'on avait annoncé quelques jours auparavant. Il y a une particularité du Brésil, c'est également ça participe à la complexité, c'est également les impôts retenus à la source. Alors c'est quelque chose, moi français, j'y étais très très mal préparé, puisqu'en France, même l'impôt sur le revenu n'est toujours pas retenu à la source, mais enfin c'est prévu pour 2019.
Je ne sais pas si au Canada, je regarde mon voisin, mais je ne sais pas si au Canada l'impôt sur le revenu est retenu à la source. On me fait oui. Ça ne m'étonne pas, je crois que j'avais travaillé au Luxembourg et à Londres, et dans ces deux pays-là, c'était également retenu à la source. Bon, ce n'était pas le cas en France. Je crois que celui qui vient d'un pays où il y a déjà l'impôt sur le revenu retenu à la source, il sera mieux préparé. Mais ici, c'est une norme générale. Il y a beaucoup d'impôts retenus à la source. Donc il y a des impacts également sur les comptes. Imaginez, ça c'est entre sociétés, c'est pas avec des personnes physiques. Bien évidemment, un magasin, un supermarché qui vend des produits des produits alimentaires à un client, il n'y aura pas de retenue à la source. Mais entre sociétés, si vous attendez, et c'est notamment le cas pour les prestations de services, si vous avez réalisé un service et que vous attendez de votre client qui vous paye 100, eh bien votre client va vous payer 95 et va vous expliquer, j'ai retenu 5 et avec ces 5, je vais payer tes impôts. Et tes impôts, ça peut être du PIS, du COFIS, ça peut être de l'IRPJ, de la CSLL, enfin, il y en a plusieurs. Donc l'impact, ça veut dire qu'au niveau des comptes, des comptes, on va enregistrer un chiffre d'affaires de 100, on va recevoir en banque 95, et les 5 de différence, eh bien, seront enregistrés à l'actif. Donc on a des crédits d'impôt à l'actif, de très nombreuses lignes. Allez, attendez à avoir une dizaine de lignes de crédits d'impôt qui sont des impôts retenus à la source. Donc ça complique énormément la lisibilité des comptes. Quelques petits mots sur la partie sociale, sur les charges de personnel, les charges sociales. D'abord, sur le type de contrat, le contrat, l'équivalent d'un CDI, c'est un contrat CLT. CLT, ça veut dire la consolidation des lois du travail. C'est facile d'embaucher, c'est également facile de licencier. Je reviendrai un peu là-dessus après. Il y a également d'autres formes de rémunération, notamment pour le gérant de la société, celui qui sera administrateur, pourra être payé, c'est le plus souvent le cas, il est payé avec un prolabore. Donc c'est une rémunération différente, avec moins de provisions pour les vacances, c'est plus flexible, on s'entend avec le gérant de la filiale brésilienne, et il y a également moins de charges sociales. Et puis un dernier type de rémunération, mais là il faut que le gérant soit associé, c'est payer le gérant avec des dividendes ou avec des avances sur dividendes. On peut faire des paiements de dividendes tous les mois, à la condition qu'à la fin de l'année, la société présente des résultats suffisamment importants pour justifier le paiement de ces dividendes. Et c'est quelque chose de très pratiqué ici au Brésil, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu concernant les dividendes. Donc ni charge sociale, ni charge patronale, ni charge salariale, pas d'impôt sur le revenu, donc c'est une pratique très répandue ici au Brésil. Pour la partie CDI, donc pour les contrats qui relèvent du droit du travail, au niveau des charges sociales, bon, la feuille de salaire est globalement simple, mais les charges sociales sont élevées. Donc il y aura principalement l'INSS. L'INSS, c'est l'Institut national de la sécurité sociale, donc avec 20% concernant la part patronale et 11% jusqu'à 11% concernant la part salariale, mais avec un seuil qui est à 6 000 reais environ. Il y a également une cotisation qui s'appelle FGTS, c'est un fonds de garantie de temps de service, qui est une sorte d'assurance chômage que le collaborateur va recevoir, enfin, qui va s'accumuler au fond des mois, au fil des mois, qui correspond à 8% du salaire brut, et que le collaborateur va recevoir quand il sera licencié. Et puis il y a d'autres charges, on les appelle les charges tierces, mais bout à bout, l'ensemble de ces charges, ça représente environ 80 à 100% du salaire net reçu par le collaborateur. Donc c'est quelque chose d'important ici au Brésil. Et puis un dernier mot, avant de passer la parole à Philippe, c'est sur la partie procès trabalhista.
j'ai dit que c'était facile d'embaucher, de licencier. C'est facile de licencier, mais c'est également très difficile d'éviter les procès tribalistas. Le Brésil est connu pour le nombre très très important des procès tribalistas. Mais une réforme tribalista a été votée en novembre 2017 et donc elle semble avoir déjà des impacts importants sur le nombre de ces procès. J'ai terminé avec la partie comptable et je sais que mes deux voisins avocats vont compléter pour la partie peut-être tribalista. Non, en fait, j'aurais trois questions à te poser, Arnaud. La première, c'est concernant la comptabilité au Brésil. Bon, tu as dit que les pratiques internationales étaient rentrées depuis 95, c'est ça? 2005? Le tout début, les conversations, c'était en 2005. Maintenant, l'application pour l'ensemble des sociétés, c'est 2012. D'accord. J'ai beaucoup de clients qui n'arrivent pas à comprendre, clients canadiens, clients français, qui n'arrivent pas à comprendre la comptabilité qui remonte de leur filiale brésilienne. Est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là? Écoute, qu'est-ce que... Bon, à part leur demander de m'appeler, je crois que... Bon, je voudrais savoir pourquoi ils ne comprennent pas les comptes. Est-ce que c'est parce que, bon, il y a tous ces acronymes PISC-OFICE, voilà, ils ne savent pas ce que c'est, donc déjà, ils peuvent difficilement comprendre les comptes s'ils voient dans les comptes des noms d'impôts et qu'ils ne savent pas comment fonctionnent ces impôts. Et il y a plein de PISC-OFICE, au débit, au crédit. C'est normal qu'un étranger ne puisse pas tout comprendre. Donc, bon, quelque part, ça ne me surprend pas. C'est tout à fait normal pour une société étrangère d'avoir des interrogations sur les comptes comptables qu'elle reçoit de sa filiale brésilienne. Je pense que pour juste un commentaire ici, et je veux discuter un peu de ces aspects fiscaux, mais depuis 2012, depuis que les normes brésiliennes ont été harmonisées avec les normes internationales, c'est clair, je suis d'accord avec Arnaud qu'il y a beaucoup d'impôts, il y a des impôts sur le revenu, il y a des impôts sur les profits, je pense qu'une fois, il y a une période d'apprentissage que les Canadiens, que les étrangers doivent investir pour comprendre. Mais une fois que cette période d'apprentissage-là est faite, les critères, les concepts comptables sont assez uniformes. Je pense qu'il y a besoin d'une certaine période d'adaptation pour comprendre bien la fiscalité ici au Brésil. Et puis ensuite, je pense que la compréhension des états financiers devient beaucoup plus facile. Une autre question, une pratique qui m'a surpris, qui abonde dans le sens que c'est facile de se faire poursuivre au Brésil. J'ai déjà vu dans des états financiers, ils font des provisions directement pendant que la personne est encore là, qu'elle n'a pas fait de procès. Ils font déjà des provisions mensuelles en cas de procès de cette personne ensuite. C'est quand même affolant, ça. Oui, écoute, j'ai lu il y a peu de temps que les grandes sociétés, je pense que c'était celles qui sont cotées en bourse aujourd'hui, elles provisionnent des sommes tellement importantes que le montant des provisions tribalistas, ça représentait 30% des capitaux propres. Donc voilà l'accumulation des provisions. Donc on ne peut pas échapper au procès tribalista. Il y avait également une justice gratuite qui encourageait les collaborateurs à faire un procès à leurs anciens patrons. Et puis, parfois, on a des surprises. On a un collaborateur avec lequel tout se passait bien, qui quitte la société et qui va faire un procès. Donc, ça peut être très surprenant pour les non-brésiliens. Mais, bon... C'est une pratique répandue. C'est une pratique répandue, mais je commente un peu sur ton point. Il y a une question importante qu'Arnaud a mentionnée, et que depuis quelques mois, il y a une réforme de la loi du travail ici au Brésil. Et puis, évidemment, un des objectifs de cette réforme de la loi du travail est de flexibiliser les règles, que ce soit à l'embauche, que ce soit aux horaires des employés. Et également, ils ont inclus dans la réforme des lois du travail des mesures spécifiques pour essayer, dans la mesure du possible, d'éviter les procédures judiciaires des employés. Donc, ce qui a changé, évidemment, c'est pas le sujet de notre podcast aujourd'hui, mais peut-être pour nos auditeurs, pour les calmer un peu, parce qu'il y a vraiment des améliorations qui ont déjà été notées depuis les 3 derniers mois.
les poursuites judiciaires en cas des lois du travail a déjà baissé de 30% en comparaison avec l'an dernier. Donc, évidemment, il y a encore une culture ici que lorsque les employés se font congédier ou même décident de leur propre compte de sortir de la compagnie, d'entrer avec des procédures judiciaires pour essayer de réclamer certains droits. Mais sans entrer dans tous les détails, c'est quelque chose qui, évidemment, on a besoin d'attendre un peu plus, mais on voit déjà des améliorations assez importantes avec cette réforme des lois du travail au Brésil. Et cette réforme, c'est vrai, elle assouplit les conditions, les règles, enfin elle donne, si je ne dis pas une bêtise, elle donne plus de pouvoir aux accords d'entreprise par rapport au texte de loi. Donc c'est vraiment très très bien pour avoir des organisations adaptées au profil et à la situation financière également de chacune des sociétés, et pour également décourager, en tout cas ou cesser d'encourager la multiplication des procès. Elle peut, en cas de procès excessif fait par un ancien collaborateur qui n'aurait pas des motifs sérieux pour faire un procès à son ancien patron, elle peut mettre à sa charge les frais des avocats. Donc ça, c'est avant, ça coûtait rien de tenter, donc on tentait. Maintenant, ça peut coûter, et du coup, ça a des impacts, enfin déjà des conséquences très très positives pour le monde du travail et l'environnement des affaires ici au Brésil. D'accord. Et la dernière chose, peut-être juste un peu insister là-dessus, parce que c'est quand même un point majeur et important pour les investisseurs étrangers, la question des dividendes qui ne sont pas imposés. Donc le profit de la société est imposé, ensuite de quoi les dividendes peuvent être déclarés. Il n'y a pas une seconde imposition comme il y a en France ou au Canada. Et donc ça veut dire que si le dividende reste au Brésil, il n'est donc pas imposé. Après, s'il remonte à l'étranger, j'imagine que Philippe va en parler. Hein? Oui, d'accord, ok. C'est à mon tour maintenant? Donc c'est maintenant Philippe qui va nous parler de fiscalité. Je pense avant de vous parler de fiscalité, pour vous donner une pause un peu, parce qu'on vient discuter de deux sujets un peu arides, et puis le troisième sujet est quand même assez aride. Encore plus. Aride également. Mais je pense Arnaud vous a déjà démontré un peu par ses commentaires. Il n'y a aucun doute que si vous voulez investir au Brésil, vous devez devenir spécialiste des acronymes ici au Brésil. Oui. Parce que dans ton discours, je pense qu'il y a une quinzaine d'acronymes qui... Donc évidemment, ça fait partie de la période d'apprentissage des investisseurs étrangers qui doivent faire ici au Brésil. Mais je pense, avant de parler du système fiscal brésilien, il y a certains commentaires que je voudrais vous faire. Un peu, je ne suis pas payé pour faire la promotion du Brésil, mais je pense qu'il y a quand même quelques aspects intéressants qui se passent présentement qui valent la peine d'être notés. Premièrement, évidemment, si vous écoutez ce podcast-là, vous êtes au courant que le Brésil compte aux alentours de 210 millions d'habitants. C'est un marché qui est énorme. C'est un marché, évidemment, c'est un pays, c'est du connu un peu de tout le monde, qui est passé par des problèmes financiers assez graves récemment, des problèmes politiques qui ont été grandement divulgués à l'international, mais évidemment, pour ceux qui habitent, nous trois ici, on habite au Brésil depuis plusieurs temps, on se rend compte évidemment que depuis quelques mois, la situation économique du pays s'améliore, tranquillement pas vite. Évidemment, c'est un retour aux choses normales qui va durer un peu plus longtemps. Mais évidemment, un investisseur canadien qui pense à investir à l'étranger, évidemment, c'est clair que le premier pays qui normalement, ces gens-là, que vous allez regarder, c'est les États-Unis, qui est un pays à côté du vôtre. Potentiellement, par la suite, commencer à penser à l'Europe, à l'Asie. Mais le Brésil est un pays qui ne doit pas être évité dans le sens, parce que du point de vue du marché des consommateurs, je voyais récemment que entre 2003 et 2016 au Brésil, il y a 20 millions de consommateurs nouveaux sur le marché. Donc, c'est un marché qui est extrêmement intéressant. C'est un marché qui est difficile à percer, que ce soit du point de vue juridique. Au comptable, je pense que c'est plus harmonisé depuis quelque temps. Je vais vous parler
assez rapidement également du système fiscal, qui est également complexe ici au Brésil. Et dernièrement, avant d'entrer sur la partie fiscale, je voudrais également vous mentionner, il y a plusieurs de nos auditeurs qui doivent être au courant de ça, le Canada a entrepris des négociations depuis le mois de mars pour être partenaire du Mercosur ici au Brésil. C'est quelque chose d'extrêmement important pour les investisseurs canadiens pour plusieurs raisons. Premièrement, les nouvelles qui ressortent de ces négociations-là, de ces discussions-là, on comprend que les deux parties, le Mercosur et le Canada, veulent conclure cet accord-là le plus rapidement possible. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Mercosur, c'est le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. C'est 270 millions d'habitants. Donc, c'est un marché qui est extrêmement intéressant. Et puis, évidemment, si les deux parties, le Canada et le Mercosur, concluent cet accord-là, ça va avoir des effets très rapides parce qu'il y a beaucoup de tarifs à l'importation, que ce soit du côté brésilien et du côté canadien, qui potentiellement, graduellement, vont être éliminés. Donc, c'est quelque chose que je voulais mentionner parce que c'est un élément qui est important à savoir pour commencer potentiellement à regarder, à investir au Brésil. Avant de commencer ma partie de fiscale, je ne sais pas si vous avez quelques commentaires additionnels sur ce point-là. Oui, tu disais que c'était difficile de percer au Brésil. C'est vrai que ça prend du temps. Catherine nous a parlé des mois nécessaires pour ouvrir la société, et ensuite pour ouvrir le compte bancaire. Ça coûte également assez cher. Mais par contre, une fois qu'on est à l'intérieur du Brésil, et également je crois participer à ton discours et vendre un petit peu le Brésil, en tout cas rassurer les investisseurs, une fois qu'on est à l'intérieur du Brésil, on se rend compte que ces barrières à l'entrée ont dissuadé certains des concurrents d'investir au Brésil, d'être présents au Brésil. Donc, une fois qu'on est à l'intérieur du Brésil, on se rend compte que ce n'est pas très compétitif. Et donc, les marges des entreprises ici sont généralement plus élevées, voire nettement plus élevées, que les marges des mêmes entreprises qui font des affaires au Canada ou aux États-Unis. Donc, il y a un retour sur investissement, ça prend du temps, ça coûte cher, mais après, on a une marge qui mérite de faire l'effort d'investir au Brésil. Bon, maintenant, la dernière partie aride de notre discussion. Si on a encore des auditeurs à ce point-là, pour vous parler rapidement du système fiscal brésilien. Bon, évidemment, on le dit à quelques reprises durant notre conversation d'aujourd'hui, le système fiscal brésilien, il est compliqué, évidemment. Un élément important à mentionner est que, normalement, un investisseur étranger ou un investisseur canadien qui pense investir à l'étranger va regarder principalement deux choses. Son produit ou ses services. Et deux, faire une étude de marché pour voir si le produit en question ou le service en question a un potentiel dans le pays à l'étranger. C'est normalement l'équation. Et puis ensuite, une fois qu'on a la confirmation qu'il y a un marché pour notre produit et pour nos services, on commence accessoirement à penser, bon, je vais créer une société, je vais créer une société en 24 heures, 48 heures, et je vais commencer à opérer. Et ensuite, d'ici un an, j'aurai une conversation avec un comptable au pays et puis je lui demanderai comment la question des impôts. Ici au Brésil, c'est un peu différent. Anne-Catherine nous a mentionné les étapes pour créer la société, mais c'est essentiel pour un investisseur étranger, en plus de faire une étude de marché, de déjà simuler les impôts au Brésil, que ce soit à l'importation, sur la revente locale, parce que très rapidement, vous pouvez penser que votre produit peut être très compétitif ici au Brésil, sans avoir fait une étude ou des simulations fiscales. Et une fois que quelqu'un a fait ces études ou ces simulations-là, se rend compte que le produit n'est plus compétitif. Donc, il y a un certain travail initial qui doit être fait pour simuler les charges fiscales ici au Brésil, pour commencer à penser dans quelle région je dois m'installer,
au niveau de l'import, dans quel État je dois importer, parce que c'est des questions qui peuvent potentiellement réduire considérablement les charges fiscales ici au Brésil. Donc, je pense que mon message initial sur le régime fiscal brésilien, c'est de faire un effort supplémentaire et évidemment d'assumer des coûts additionnels pour faire ces études-là, parce que je suis ici depuis 20 ans ici au Brésil, j'ai vu un certain nombre de compagnies qui avaient le meilleur produit du monde, qui avaient les meilleures études du marché au monde, mais une fois qu'ils se sont mis à opérer ici au Brésil, ils ont perdu le contrôle très rapidement parce que les études fiscales n'ont pas été faites correctement. L'effet des crédits d'impôt que Arnaud mentionnait n'ont pas été pris en considération. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important pour avoir du succès ici au Brésil. Mais avec un bon avocat pour créer la société, un bon comptable pour tenir les livres et un bon fiscaliste, normalement, c'est une recette suffisante pour avoir un certain succès ici au Brésil. Donc, évidemment, je pourrais vous parler pendant 1 heure, on pourrait faire 3-4 podcasts pour parler du régime fiscal au Brésil, mais je vais essayer de rester à l'essentiel. Et puis potentiellement, pour un autre podcast, on pourra entrer dans des questions plus spécifiques. Ici au Brésil, le fardeau fiscal est très élevé. Hein, on parle aux alentours de 33% du PIB, qui pour un Canadien ou pour un Européen, c'est une charge fiscale qui est assez normale. Mais ici au Brésil, évidemment, comme la qualité des services n'est pas équivalente à la qualité des services qu'on a au Canada ou en Europe, c'est une charge fiscale qui est très grande. Du point de vue des sociétés, un peu différemment de ce qui se passe au Canada, l'impôt est divisé ici, que ce soit l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les produits et sur les transactions. Les compétences fiscales sont divisées ici entre le fédéral, entre les États et entre les municipalités. D'un point de vue macro, c'est comme ça que ça se passe quand même au Canada, mais ici, ce sont des transactions des sociétés qui sont à la charge de chacune de ces compétences ou de ces responsabilités-là. Donc, rapidement, l'impôt des sociétés ici au Brésil est à 34%. Un commentaire que je dois faire également, c'est quelque chose qui va falloir être revu très rapidement par les autorités ici au Brésil, basé sur principalement la réforme fiscale qu'il y a eu aux États-Unis très récemment, où ce que le taux des impôts de 35% a été réduit aux alentours de 21%. Donc, changer un peu la donne du point de vue d'investissement étranger aux États-Unis. Très récemment, en réaction avec la réforme fiscale américaine, l'Argentine a également pris la décision de réduire les impôts sur le revenu des sociétés, qui avant cette réforme-là était, si je ne me trompe pas, également aux alentours de 34%. Je n'ai pas le timeline complet, mais je pense que d'ici 3 ou 4 années, l'Argentine va avoir un taux d'impôt sur le revenu aux alentours de 25%. Donc, c'est quelque chose, évidemment, cette année, on est une année d'élection ici au Brésil. Évidemment, il n'y aura pas de réforme fiscale qui va passer, mais au point de vue des autorités fiscales, c'est déjà quelque chose qui est sur l'agenda pour essayer potentiellement de réduire l'impôt sur le revenu des sociétés, qui, encore une fois, est à 34%. Différemment, et ça, sans aucun doute, du régime fiscal canadien, la proportion des impôts sur le revenu des sociétés au Brésil est très minime. Donc, ici au Brésil, les autorités, le gouvernement engrangent les fonds des impôts, non pas sur l'impôt sur le revenu, mais sur l'impôt sur les transactions et l'impôt sur les produits. Donc, l'impôt qui est similaire à une TVA au Canada, est beaucoup plus élevé. Le Brésil a des impôts sur le revenu brut, sur le chiffre d'affaires, qui est aussi très différent de plusieurs pays du monde. Et c'est sur ces transactions-là que le niveau de complexité est présent. Et c'est souvent sur ce genre d'impôts-là que les investisseurs étrangers ne passent pas assez de temps et pour analyser, parce que évidemment, ce sont des impôts sur les transactions et sur les produits. Ça a un effet de cascade dans les chaînes. Donc, l'impôt
principal sur les produits, c'est un impôt qui est des États, hein, pour un autre acronyme qui s'appelle le ICMS. C'est l'impôt principal sur les produits. Et puis, comme c'est un impôt qui est au niveau de l'État, il est important de comprendre que le Brésil comprend 26 États, donc un district fédéral. Et puis, chacun de ces États-là a une législation spécifique sur le ICMS. Donc, un investisseur étranger qui s'établit ici au Brésil, qui a l'intention à vendre ses produits dans plusieurs États, doit faire une étude basée sur chacun de ces États-là pour voir un peu les coûts de cette TVA sur ces produits. Pour les compagnies qui rendent des services ici au Brésil, là, c'est un impôt qui est municipal. Évidemment, on a aux alentours de 6 000 municipalités ici au Brésil. Évidemment, il y a 6 000 législations sur l'impôt sur les services. Évidemment, que ce soit au niveau de l'impôt des services et l'impôt sur les produits, la TVA, le gouvernement fédéral essaie, dans la mesure du possible, d'avoir des balises pour ne pas que chacun des États, des municipalités aille dans toutes les directions. Mais c'est quelque chose qui doit être regardé parce que les taux qui s'appliquent pour chacun de ces services ou de ces produits-là vont être différents dans chaque État et dans chaque municipalité. Rapidement, Arnaud a mentionné qu'il y a quelques méthodes différentes pour calculer les impôts sur le revenu des sociétés ici au Brésil. Dans le cas d'un investisseur étranger, il y en a deux principales. Il y a une première méthode qu'on appelle ici au Brésil, qui est la méthode du revenu réel, qui est dans le fond, qui est une méthode qui est identique au système de calcul de l'impôt sur le revenu au Canada ou en Europe. Donc, c'est un calcul qui est fait à partir de la comptabilité. Une fois que la comptabilité a fermé les livres, évidemment, on fait des ajustes fiscaux à partir des livres, et puis le résultat liquide de ces ajustes-là, on paie l'impôt à 34 %. L'autre méthode qui a également été mentionnée par Arnaud, c'est une méthode qu'on appelle la méthode sur le revenu présumé. Donc, différemment d'un calcul d'impôt normal, c'est un impôt qui se calcule premièrement sur le revenu brut des sociétés, sur le chiffre d'affaires. Si vous êtes quelqu'un qui rend des services, le taux qui est calculé sur le chiffre d'affaires est de 32 %. Une compagnie qui vend des produits, le taux est de 12 ou 8 %, dépendamment de l'impôt qui doit se payer. Donc, une fois, je prends l'exemple des services. Donc, si vous avez un chiffre d'affaires ici au Brésil de 1 million, vous allez premièrement appliquer ce taux de 32 % là, qui va vous donner 220 000 reais dans le cas ici au Brésil, et ce montant-là devient la base de calcul de l'impôt sur le revenu. Donc, sur le 320 000 qui a été calculé, vous allez payer 34 % d'impôt sur le revenu des sociétés. C'est une méthode qui, évidemment, qui est beaucoup plus facile, parce que Arnaud a également mentionné ce point-là. D'un point de vue comptable, dans vos états financiers, la seule ligne qui est importante, c'est la ligne du chiffre d'affaires. Une fois que vous avez la ligne de chiffre d'affaires, vous êtes capable de calculer les impôts. De l'autre côté, il y a également une certaine étude qui doit être faite, parce que si on pense bien à cette méthode de revenu présumé ou de lucro presumido, comme on l'appelle ici, c'est une méthode qui présuppose que vous avez une certaine marge de profit ici au Brésil, parce que vous allez payer de l'impôt sur votre chiffre d'affaires. Donc, évidemment, une compagnie qui commence à opérer ici au Brésil, c'est normalement pas la méthode la plus adéquate, parce que normalement, ou vous allez opérer les premières années à perte, ou vous allez avoir une marge de profit extrêmement limitée. Donc, normalement, le conseil, c'est que lorsque vous commencez à faire affaire ici au Brésil, c'est de calculer vos impôts sur le revenu réel. Ça va vous demander un peu plus de travail, mais si vous êtes à perte, vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu, différemment que si vous avez fait l'option du revenu présumé, que vous êtes à perte, vous allez payer de l'impôt parce que, encore une fois, l'impôt va être calculé sur le chiffre d'affaires. Rapidement un peu, et puis ça c'est pour compléter les commentaires d'Anne-Catherine et d'Arnaud, au point de vue des dividendes, au point de vue du répatriement des sommes.
Probablement une des seules transactions qui n'est pas sujet à impôt ici au Brésil, c'est le paiement des dividendes. Anne-Catherine a fait ce commentaire-là. Donc, une fois que l'impôt a été calculé ici au Brésil, le revenu net après impôt peut être distribué à l'investisseur étranger à titre de dividende et il n'y aura pas d'impôt supplémentaire à être payé sur le montant du dividende. Pour faire un peu le contrepoids et regarder du côté canadien, normalement, une opération normale ici au Canada, qu'on appelle une opération active, normalement, le dividende qui est payé par la compagnie ici au Brésil ne sera pas également sujet à impôt au Canada. Donc, le taux net d'impôt va être le 34 payé ici. Une fois que le dividende est payé, aucune retenue à la source ici au Brésil et théoriquement également aucun impôt additionnel à être payé par la compagnie actionnaire au Canada. Évidemment, si l'actionnaire de la compagnie au Brésil est un individu, dans ce moment-là, oui, l'individu va payer un impôt sur le dividende qu'il reçoit. Mais si l'actionnaire de la compagnie brésilienne est une autre compagnie au Canada, normalement, le dividende ne sera pas sujet à impôt au Canada. Quelques exemples d'autres paiements. On n'a pas parlé, encore une fois, mais lorsque vous voulez investir au Brésil, vous avez deux options pour injecter de l'argent dans l'opération. Un, vous investissez à titre du capital, vous faites une augmentation du capital de la compagnie, ou également, évidemment, vous pouvez financer les opérations ici au Brésil via un prêt entre les compagnies. Très rapidement, comme Anne-Catherine l'a mentionné, le capital doit être enregistré à la Banque centrale. Les prêts consentis entre deux compagnies, une étrangère, doivent également être enregistrés à la banque. Mais le paiement de dividendes ici au Brésil, dans ce cas-ci, va être sujet à une retenue à la source de 15 le paiement de redevances également, il y a une retenue à la source de 15 Et au niveau des services, donc si la compagnie canadienne rend des services à la compagnie au Brésil, ce qui est souvent le cas initialement, parce que la compagnie ici a besoin de certaines ressources qui ne sont pas disponibles localement. Il y a également une retenue à la source. Et dans le cas des services, quelque chose de très important, je n'entrerai pas ici dans tous les détails, mais il y a plusieurs autres impôts qui sont dus sur le paiement de services entre une compagnie brésilienne et une compagnie canadienne. Donc, ça fait généralement partie de mon travail d'aider les compagnies à déterminer le meilleur moyen de répatrier des sommes d'argent ou de rémunérer l'actionnaire. Sans entrer dans les détails, les transactions de services sont probablement les transactions les plus dispendieuses au point de vue des impôts. Bon, je me suis fait corriger par mes collègues, donc je récapitule. Donc, les dividendes ne sont pas sujets à l'impôt sur le revenu ici, les intérêts, oui, à 15 et les redevances également à 15 Mais encore une fois, il n'y a aucun impôt sur les dividendes. En conclusion, un point important qui est important également d'un point de vue de l'investisseur étranger, il y a une convention fiscale entre le Canada et le Brésil. Donc, la convention, évidemment, va augmenter la sécurité juridique des transactions entre les compagnies au Brésil et au Canada. Je vais quand même mentionner que la convention fiscale n'apporte pas de grands avantages fiscaux d'un point de vue des retenues à la source. Si je reviens aux dividendes, comme les dividendes ne sont pas sujets à impôt, la convention fiscale n'aura pas aucun effet dans ce cas-là. D'un point de vue de l'intérêt et des redevances, normalement, la convention va également prévoir une retenue à la source de 15 Donc, il n'y aura pas de réduction de la retenue locale ici de 15 Mais il y a un point qui est intéressant à mentionner et que la Convention mentionne que l'investisseur canadien a la possibilité, dans certains cas, d'utiliser un crédit d'impôt, évidemment pour des fins d'impôt canadiens, pour un montant supérieur à la retenue à la source qui a été payée ici au Brésil. En anglais, on appelle ça tout simplement une tax pairing clause. Donc, dans le cas des intérêts, par exemple, la retenue à la source ici au Brésil est de 15 mais la Convention mentionne que la compagnie qui reçoit le montant d'intérêt au Canada
peut se créditer d'un montant de 20% sur le montant d'impôt. Donc, vous avez un gain de 5% qui peut être réclamé du côté canadien. Donc, encore une fois, la Convention n'apporte pas grand-chose d'un point de vue brésilien, à part évidemment d'apporter une certaine sécurité judiciaire, d'interprétation des concepts, mais il y a la possibilité pour un investisseur canadien d'avoir un montant de crédit d'impôt pour l'impôt qui a été payé ici au Brésil pour un montant supérieur. Donc, évidemment, rapidement, c'est ce que je voulais passer avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si mes collègues, Arnaud, Anne-Catherine, ont des commentaires additionnels ou des questions additionnelles. Simplement un commentaire sur ce que tu as dit, Philippe, par rapport à la question du choix du régime fiscal revenu réel versus revenu présumé, où tu dis que la société qui s'implante n'aura pas nécessairement, évidemment, immédiatement, des revenus imposables. C'est vrai. Je pense quand même, par contre, que ça serait important de dire que oui, c'est plus compliqué quand même d'être assujetti aux revenus réels. Tu pourrais peut-être le pendant est qu'il y a beaucoup plus d'obligations, de documents et de potentielles pénalités, du coup. Oui, évidemment, Arnaud a mentionné ici également ici dans ses commentaires, le compliance fiscal est très important ici au Brésil. Du point de vue de compliance fiscal entre le lucro présumido et le revenu présumé, les revenus réels, est un peu inférieur, oui. Mais je pense que la complexité vient beaucoup plus du point de vue comptable, parce que pour être capable d'avoir un calcul de revenus réels, on doit avoir une comptabilité qui est faite correctement. Et j'ai vu plusieurs clients, des petites compagnies évidemment, qui sont initialement sur le revenu présumé. Lorsqu'on leur demande « montrez-moi votre comptabilité », c'est assez simple comme comptabilité. Mais c'est clair qu'une compagnie qui a des marges de profit suffisantes pour être capable d'utiliser le régime présumé, c'est beaucoup plus simple, que ce soit du point de vue de compliance que du point de vue comptable. Et je voudrais poser une question sur la réforme fiscale. Est-ce que tu penses qu'on aura une réforme fiscale rapidement et significative? Moi, j'ai l'impression qu'on en parle depuis des dizaines d'années. Et ça me paraît un chantier énorme. Et quand on voit en plus comment nos hommes politiques ici au Brésil s'arrangent pour échanger des votes contre des faveurs à droite à gauche, ça me paraît très difficile, très ambitieux. Et j'espère voir cette réforme fiscale. Je crois qu'il y a des choses qui sont peut-être pas trop compliquées à réformer. Peut-être fusionner PIS et COFIS, ou alors fusionner IRPJ et contribution sociale. Mais quel est ton sentiment par rapport à cette fameuse réforme fiscale tant attendue? Oui. Comme je le mentionnais, je suis arrivé ici au Brésil en 2000, donc ça fait 18 ans que je suis ici au Brésil. Ça fait 18 ans que j'entends évidemment qu'on doit avoir une réforme fiscale. Évidemment, est-ce que c'est quelque chose... Une réforme fiscale, évidemment, on a besoin d'avoir un certain support d'un point de vue politique pour être capable de faire une réforme fiscale. Évidemment, les dernières années, ça a été impossible. Mais, encore une fois, j'ai une vision, je ne sais pas si j'ai une vision utopique, je ne croirais pas, mais j'ai une vision un peu optimistique pour quelques raisons. Premièrement, la réforme du travail est entrée en vigueur. C'est quelque chose que si on allait parler de ça il y a 2 ans, il n'y a personne réellement qui aurait cru qu'on aurait pu avoir une réforme des lois du travail. La deuxième réforme, qui est beaucoup plus importante encore que la réforme fiscale, c'est la réforme du régime des pensions ici au Brésil. Le gouvernement a presque réussi à faire passer cette réforme-là. Malheureusement, ils ont perdu de souffle en
bout de ligne. Mais, donc, les autorités, le gouvernement est très conscient qu'il y a 3 aspects qui doivent changer rapidement ici au Brésil. La première a été faite avec, je crois, un certain succès qui est la réforme des lois du travail. Je crois que une fois les élections passées cette année, que l'année qui vient, les 2 principaux objectifs vont être de faire passer la loi sur la réforme des pensions et la dernière va être sur la réforme fiscale. Il y a des choses qui sont assez simples. On a eu des discussions dans notre bureau récemment avec les autorités fiscales. Les gens sont très conscients de qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer le système fiscal ici au Brésil. Évidemment, c'est de consolider les impôts. Il y a beaucoup trop d'impôts. De consolider les bases de calcul qui doivent être faits. Mais le problème, le problème vient principalement de la division des champs de compétences des impôts. Donc, il y a 3 champs de compétences des impôts ici au Brésil. Chacun des États étant pratiquement en compétition avec un autre État, ne veut pas céder la même chose au point de vue des municipalités. Mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui va arriver, qui va passer. Et puis le dernier aspect qui me rend optimistique, c'est que le Brésil a entamé des démarches très concrètes avec les membres de l'OCDE. Les dirigeants de l'OCDE étaient au Brésil il y a 1 mois. Et évidemment, le Brésil n'est pas en ce moment membre de l'OCDE, est un participant, mais n'est pas membre à part entière à l'OCDE. Pour être capable d'entrer comme membre à l'OCDE, les autorités sont très conscients qu'il va y avoir des réformes qui doivent être faites, que ce soit au point de vue des prix de transfert. Je n'ai pas discuté de cette problématique ici au Brésil, mais le Brésil a une législation de prix de transfert qui est unique au monde. Lorsque les lois sur les prix de transfert sont harmonisées pratiquement dans le monde entier, même si les États-Unis ont leurs propres règles. Donc, l'interprétation des traités, les prix de transfert, c'est des choses que le Brésil va devoir corriger à court jusqu'à moyen terme pour être capable de devenir membre de l'OCDE. Donc, tout ça mis ensemble, j'ai encore confiance que de notre vivant, on devrait voir une réforme fiscale ici au Brésil. Peut-être après les élections, on pourrait refaire un podcast pour voir ce qui a changé au niveau fiscal et au niveau des législations. Avec grand plaisir. Merci. Merci et au revoir.